bienvenue ce soir. Et cette bienvenue chaleureuse, je vous la souhaite à la fois en tant que co-coordinatrice du laboratoire RIFT, donc au nom aussi du bureau RIFT évidemment, et puis en tant aussi que co-organisatrice de cette rencontre ce soir avec Marcelo dos Santos Maned qui est ici. On est très heureux et heureuse de vous souhaiter la bienvenue. Alors, cette rencontre, et puis je ne vous vois pas, toutes les personnes qui sont sur Zoom, mais je vous souhaite aussi la bienvenue. N'hésitez pas aussi à nous faire des petits retours. Vous êtes sur le chat, n'hésitez pas à poser des questions ou à faire des commentaires. On vous écoute et on vous lit. Alors, cette rencontre, ce soir, on l'a voulu effectivement comme plutôt un dialogue sur les frontières. Alors, un dialogue, pourquoi un dialogue? Parce qu'on a souhaité se rencontrer, discuter ensemble, d'où la table ronde et pas un exposé, une conférence. Mais comme vous le voyez, il y a plusieurs personnes ici sur la scène. Donc, on avait envie de nous inviter, d'inviter des personnes à des échanges et des discussions. Et ce dialogue, vous le verrez, il fait en fait écho à d'autres dialogues aussi, des dialogues d'ailleurs, des dialogues d'autres temps, d'autres espaces. Vous allez vous en rendre compte puisque peut-être juste un petit point. Cette rencontre fait écho à la publication de 2 ouvrages autour de la question des frontières de la pensée et de cette approche dialogique qu'on avait envie de mettre en discussion, notamment autour d'une collègue, Michèle Grossen, qui est ici aussi parmi nous ce soir. Alors, pourquoi sur les frontières? Pourquoi sur les frontières? Parce que la discussion qui est organisée ce soir convoque des chercheurs de plusieurs approches disciplinaires en psychologie, en sciences de l'éducation, en lien aussi avec des approches en linguistique, plusieurs domaines d'études, plusieurs espaces aussi institutionnels. Bref, une rencontre sur les frontières et dialogique. Les 3 mots qui sont un peu les mots-clés de cette rencontre, dialogue, interaction, apprentissage, j'avais envie de commencer par cet adage qui est bien connu de toutes et tous, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation. On apprend toujours seul, mais jamais sans les autres, qui indique bien l'importance et le rôle essentiel des interactions sociales. C'est voilà, une espèce de petite pensée qu'on utilise en lien notamment avec les travaux qui, depuis les années 70 notamment, ont bien montré l'importance, le rôle essentiel des interactions et des autres dans l'éducation et l'apprentissage. L'approche dialogique qu'on va essayer de discuter et de présenter ce soir, elle apporte un petit pas de côté supplémentaire en disant que finalement l'autre n'est pas seulement l'autre qui vient m'aider, me soutenir, faciliter mon apprentissage ou au contraire l'empêcher, etc. Mais c'est plutôt une conception véritablement intersubjective où l'autre est perçu, conçu comme étant dans une certaine mesure à l'intérieur de l'identité, à l'intérieur du soi. Donc l'autre, on peut le penser à la fois comme celui qui est présent physiquement à côté de moi, mais ça peut être aussi l'autre absent à qui je parle, qui est évoqué aussi dans mon dialogue, dans la situation dans laquelle je me trouve. Ça peut être aussi l'autre en moi-même, avec lequel parfois je dialogue. Ça peut être aussi des autrui, des autres généralisés. Ça peut être aussi l'autre comme un arrière-fond et un horizon. Cette approche, vous le voyez, elle apporte véritablement cette idée que l'autre est
fait partie constitutionnellement, substantiellement de la pensée. Et donc, on considère que la construction de la signification, qui est au cœur des conduites humaines, qui sont au fondement des activités, eh bien, se réalise dans une trame dialogique, avec des dialogues d'ici et maintenant, des dialogues d'ailleurs en d'autres temps qui se croisent, s'entremêlent, se nourrissent et parfois aussi s'entrechoquent. Donc cette approche dialogique a des implications, vous pouvez le deviner, multiples, à la fois théoriques, mais aussi méthodologiques, sur la façon dont on va pouvoir se saisir, définir l'interaction, la pensée, le langage, l'apprentissage, qui sont donc définis et aussi étudiés de manière particulière. Alors, cette approche dialogique, qui est un peu au cœur aussi de notre rencontre ce soir, eh bien, je mets un S, on parle d'approche au pluriel. Il ne s'agit pas d'un univers, d'un champ unifié, c'est la raison pour laquelle nous avions envie ce soir précisément de rencontrer plusieurs personnes qui allaient déployer des thématiques, des domaines aussi de recherche et des approches méthodologiques et théoriques un petit peu différentes, de manière à pouvoir illustrer et rendre compte de la richesse aussi de cette approche. Donc, vous voyez Laurent Filietta, ici de l'Université de Genève, Michel Grossen de l'Université de Lausanne, Marcelo dos Santos Mamed de l'Université de Neuchâtel, moi-même qui vais aussi prendre la parole tout à l'heure de l'Université de Genève, et Tania Zitoun de l'Université de Neuchâtel, donc des dialogues et des collègues qui se retrouvent aussi dans des institutions au-delà des frontières cantonales. La discussion sera animée par Francesco Arcidiacono, professeur à la HEP des Junes, qui va avoir la tâche à un moment donné de prendre vos questions, peut-être d'apporter aussi ses propres commentaires, ses propres questions, et nous aurons comme ça aussi le temps de discuter entre nous et avec vous. Il y a à la fois une grande diversité, vous le verrez tout à l'heure à travers les différents champs et domaines de recherche qui seront ici convoqués. Et puis en même temps, il y a évidemment des éléments transversaux. Je parlais de cette approche dialogique, de cette façon de rentrer dans des situations de formation. Ce sont toutes, ce que vous allez entendre ce soir, ce sont des recherches qui portent sur des pratiques réelles, des pratiques d'activité de travail. Tous les chercheurs ici s'intéressent à la construction des significations, à cette architecture très fine et subtile des interactions, et vous le verrez aussi à des niveaux différents. Chacun prend en considération le rôle ou les dimensions du contexte en considération. Nous parlerons aussi de certains enjeux théoriques, méthodologiques et aussi éthiques qui traversent cette approche, dans la mesure où l'unité d'analyse n'est plus uniquement l'individu qui apprend, mais l'interaction, le contexte et les différents niveaux des dialogues. L'interaction est ainsi considérée comme expansée, c'est plus seulement l'interaction entre 2 ou 3 personnes qui est l'objet de l'analyse, mais ces différents niveaux, ces différentes couches. Et puis, l'idée, c'est aussi de prendre en compte des tensions, des divergences qui s'inscrivent et qui constituent véritablement ces situations d'interaction. Et puis, dans une certaine mesure, ça interroge aussi le rôle de la ou du chercheur dans ces pratiques aussi éthiques. De manière à organiser les présentations, de manière à organiser la discussion, nous avons proposé 3 questions qui viennent ainsi structurer les 5 présentations. En quoi les travaux présentés contribuent-ils à mieux comprendre les processus d'enseignement-apprentissage des adultes dans la diversité des situations qui sont présentées? En quoi contribuent-ils au dialogue avec les acteurs sociaux sur les terrains professionnels,
avec lesquels on dialogue, et quels sont les apports, mais aussi les limites potentielles et les écueils de la démarche qui est ainsi mise en œuvre. Alors, l'idée, c'est de ne pas prendre trop de temps, j'en ai pris déjà un petit peu trop, et c'est de laisser la parole à la première intervention. Laurent, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup Nathalie pour cette introduction et bonsoir à toutes et tous. Je précise ici que je parle au nom d'un collectif, donc l'équipe Interaction et Formation, et c'est vrai que ce que je vais vous présenter est le produit de multiples coactions et échanges avec tous les membres de l'équipe, et je les remercie d'ailleurs pour ceci. Peut-être pour mettre en contexte rapidement un peu les travaux de l'équipe Interaction et Formation et la manière dont ils entrent sur le champ du dialogisme dans un champ général, je dirais que ce qui caractérise un peu nos travaux, c'est deux choses. D'une part, on va dire c'est un intérêt pour ce qu'on pourrait appeler les pratiques épistémiques, c'est-à-dire les pratiques qui mettent en circulation des connaissances dans des sphères d'activité qui ne sont pas nécessairement les sphères éducatives formelles qu'on connaît bien dans le champ scolaire, mais qui sont les pratiques ordinaires de la vie quotidienne, du travail ou de la formation. Donc, de comprendre comment les individus mobilisent, échangent et mettent en circulation les connaissances dans les situations productives et les situations ordinaires de travail. Ça, c'est une chose. Une autre caractéristique de nos travaux, c'est qu'on essaie de prendre au sérieux les processus de coordination dans l'action, c'est-à-dire l'idée que pour faire des choses ensemble, eh bien, il faut se coordonner et que ça ne se fait pas tout seul. Ça mobilise ce que certains ont proposé d'appeler des compétences d'interaction, c'est-à-dire des capacités à pouvoir se coordonner de manière légitime, de manière satisfaisante dans les contextes particuliers. Et donc, l'objectif de nos travaux vise en quelque sorte à pouvoir identifier des traits de ces compétences d'interaction dans les contextes dans lesquels elles sont mobilisées et dans lesquels elles sont susceptibles de se développer. Donc ce soir, j'ai un temps restreint et je vous invite à entrer dans un contexte empirique particulier qui va peut-être évoquer des souvenirs ou du vécu chez certains d'entre vous. C'est le champ de l'éducation de la petite enfance. C'est un domaine dans lequel on a conduit des recherches depuis 2011 dans l'équipe. Mais on va se centrer ici sur des pratiques qui sont spécifiques dans ce domaine. C'est les entretiens de parents. Ce sont des rencontres entre les éducatrices, éducateurs et les parents dans le quotidien de la vie des institutions de la petite enfance. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est la question que je pose ici, c'est comment les adultes apprennent-ils dans ces entretiens de parents au contexte préscolaire, et on va se centrer sur l'activité de conseil qu'on peut observer dans ces situations de rencontres entre éducateurs et éducatrices, et on va mettre un peu la focale sur la dimension dialogique de ces activités. De l'observation des pratiques réelles, c'est aussi un peu notre démarche méthodologique qui veut ça. Les entretiens de parents, c'est quelque chose qui, dans le champ de la petite enfance, arrive en tout cas une fois par année, mais qui peut aussi prendre place selon une périodicité plus soutenue, selon les besoins de la situation. Mais généralement, une fois par année, les parents et les éducatrices, je dis éducatrices parce que c'est une profession, comme vous le savez, qui est très féminisée, se rencontrent pour discuter de l'enfant, de son développement et des problématiques qu'il peut rencontrer. En entretien de parents, ça peut concerner les deux parents, ça peut concerner un des deux parents. Généralement, l'enfant est absent, en tout cas dans les observations qu'on a pu faire. Ça peut concerner aussi des stagiaires ou des aides, donc d'autres professionnels que les éducatrices de référence. Et donc, par rapport à ces situations d'entretien de parents, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un peu les compétences d'interaction que mobilisent les participants dans ces situations emblématiques. Et puis, à propos de ces situations, d'en questionner deux très particulièrement, c'est-à-dire, d'une part, leur fonctionnement sur le plan épistémique, à quel domaine de connaissances les participants font-ils référence dans ces entretiens, et comment se positionnent-ils par rapport à ces domaines de connaissances. Et surtout, ça c'est la question que j'aimerais aborder aujourd'hui, quelles sont les dynamiques de co-construction et d'élaboration collective de ces activités, en particulier les activités de conseil. Donc, on ne va pas s'intéresser à toutes les propriétés des entretiens de parents, mais on va se centrer sur des moments particuliers où, à propos des enfants, s'échangent des conseils
autour d'une problématique que rencontre l'enfant en particulier. Et donc, c'est autour de cette pratique du conseil et de sa co-construction que je voulais peut-être contribuer un peu rapidement à cette présentation d'aujourd'hui. Alors, pour ce faire, on va entrer dans une étude de cas qu'on va devoir réduire parce que le temps ne nous permettra pas de la déployer complètement, mais on va peut-être mettre la focale sur quelques petits extraits de cet entretien de parents et d'un des conseils qui a émergé dans cet entretien de parents. Et donc, je vais vous donner à voir peut-être deux extraits de ce qui se passe de manière assez emblématique dans ces situations de conseil. Alors, la situation est la suivante. C'est un entretien entre une éducatrice que vous avez ici sur la droite en bas, une stagiaire qui donc est une étudiante en formation qui fait son stage dans l'institution, et deux parents, le père et la mère, que vous voyez ici. L'entretien porte sur un enfant qui est accueilli dans cette institution, bien sûr, et porte sur un moment de l'entretien où l'éducatrice thématise, et les parents aussi d'ailleurs, une des problématiques que rencontre l'enfant autour d'un manque peut-être de sécurité affective, c'est-à-dire l'enfant est relativement ému au moment des transitions, au moment des arrivées et des départs de ses parents, et donc les participants s'interrogent sur cette situation de vécu émotionnel assez vif de l'enfant et échangent en quelque sorte des propos à ce sujet. Donc, je vais vous montrer à la fois comment cette problématique du manque de sécurité affective de l'enfant émerge dans l'entretien et puis voir aussi quel en est un début d'issue ou d'appropriation Alors, j'avais prévu de vous faire écouter cet entretien au niveau audio parce qu'il se passe des choses intéressantes au niveau aussi de la voix, des rythmes, mais bon, pour des raisons techniques, ça ne va pas être possible. Donc, je vais essayer de vous lire cet extrait de la manière la plus proche possible de ce qu'il a été dans l'enregistrement. Donc, le premier extrait, c'est en quelque sorte le démarrage de cette problématique de l'émergence du conseil. C'est le moment où la thématique, en quelque sorte, du manque de sécurité de l'enfant devient un objet de discours. Et à ce moment-là, c'est l'éducatrice qui prend la parole et qui dit ceci. Donc maintenant, c'est vrai qu'avoir 3 enfants à la maison, ce n'est pas évident, ça demande énormément de travail. Après, je pense qu'il y a aussi vous, au niveau de votre travail, qui fait que vous êtes comment je peux dire ça, il y a 5 secondes de pause, puis ensuite elle dit, comment est-ce que je pourrais dire ça, elle commence à rigoler, je cherche mes mots, pardon, elle rit, le père enchaîne aussi par un rire, l'éducatrice, à ce moment-là, la mère va prendre une carafe d'eau qui est placée devant elle, elle va commencer à servir de l'eau autour de la table, offrir de l'eau aux différents participants, tu veux, oui, merci. Et puis, après un moment, l'éducatrice enchaîne en disant vous travaillez beaucoup. Donc après, on peut se questionner sur comment est-ce qu'il le vit aussi par rapport à ça. Parce que est-ce que vous rentrez tard, quels sont les moments individuels que vous avez avec lui, les moments que vous partagez tous ensemble ou seulement avec lui, enfin voilà, Et donc ça c'est le premier extrait que je voulais partager avec vous et à propos duquel ça me semble intéressant de faire quelques observations sur la manière dont se déploie ici une amorce de conseil autour de la problématique du manque de sécurité affective de l'enfant. Ce qu'on observe d'abord, je pense que vous l'avez bien cerné, c'est que ce n'est pas une activité évidente où on doit chercher ses mots. Ce n'est pas évident et pas immédiat comme processus de formuler ici une hypothèse sur qu'est-ce qui peut provoquer peut-être le manque de sécurité affective de l'enfant. Mais il y a un très grand nombre de marqueurs d'hésitation, des E, des allongements vocaliques, des silences. Et non seulement il y a des silences qui sont inhabituellement longs dans ce genre de discours, mais il y a aussi un commentaire méta-discursif sur le fait que, comment est-ce que je pourrais dire, je cherche mes mots. Donc, on thématise le fait que c'est difficile de formuler ici
le début de quelque chose qui pourrait être un conseil. On remarque aussi que les rires que l'éducatrice produit progressivement sont aussi repris par les parents. Donc, il y a le partage en quelque sorte de quelque chose qui semble inhabituel dans la formulation de cette partie de. Ensuite, il y a également des activités parallèles qui se déploient. C'est-à-dire qu'en même temps que le conseil peine à se dire, il y a d'autres activités qui viennent en quelque sorte occuper l'espace de l'interaction. C'est-à-dire on va se servir de l'eau et du coup, pendant un moment, on va faire deux choses à la fois. On va discuter du cas de l'enfant, mais on va aussi se demander si on veut de l'eau. Donc, il y a ce qu'on pourrait appeler une multi-activité parallèle qui se met en place. On n'est pas uniquement en train de parler de l'enfant, on est aussi en train de se servir de l'eau. Et puis finalement, ce que je voulais observer par rapport à ce premier extrait, c'est que quand l'éducatrice reprend la parole, c'est pour dire vous travaillez beaucoup et on peut se questionner comment est-ce qu'il le vit aussi par rapport à ça. Et à ce moment-là, elle va poser des questions. Est-ce que vous rentrez tard? Quels sont les moments que vous partagez avec lui? Donc, ici aussi, le diagnostic n'est pas formulé de manière assertive, mais il est formulé de manière interrogative. C'est-à-dire que c'est des questions qu'on se pose ou qu'on renvoie à son interlocuteur qui permettent d'amorcer quelque chose comme un diagnostic de la situation que pourrait rencontrer l'enfant et qui pourrait être pour lui vécu de manière problématique. Donc à ce moment-là, le conseil ne se dit pas encore, mais il s'énonce de manière interrogative, comme des questions adressées aux parents. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quelle va être la destinée de ce questionnement dans la suite de l'entretien. Donc, ça, c'est la suite immédiate. C'est de voir comment les parents se positionnent par rapport à ces productions de la part de l'éducatrice. Et le père enchaîne tout de suite en disant « Ça, c'est vraiment une différence avec lui et ses frères. C'est qu'avec lui, on n'a vraiment jamais eu de moment pour lui. Ça veut dire toi et lui ou moi et lui. Il y a toujours au moins un de ses frères, toujours. » La mère acquiesce en disant Le père en regarde l'éducatrice, et ça, c'est différent, ça, c'est vrai. Et là, peut-être, il demande un peu d'attention. À ce même moment, la mère dit oui, il manque d'attention. L'éducatrice, de voir que oui, et le père dit et moi. Donc, quand il dit et moi, il se met dans la position de son fils qui pourrait se dire oui, et moi. Et ça, c'est un peu parce qu'avec Nathan et Noé, on peut partir visiter ma famille ou ta famille. Et moi, je vais avec qu'un enfant. Donc, ce qui me paraissait ici intéressant, c'est qu'on voit qu'assez rapidement, le père va s'approprier le conseil, en tout cas sa formulation un peu préliminaire par l'éducatrice. Et puis, il va le remettre dans le contexte de la sphère familiale, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre l'enfant en question et ses frères. Et donc, il se replace ici dans la perspective de la sphère familiale pour refaire sens de ce qui vient d'être dit. Et non seulement il l'adresse à l'éducatrice, mais il l'adresse aussi à son épouse, à la maman de l'enfant. Donc, il y a vous voyez peu avec le floutage, mais donc il y a des échanges de regards. Ici, le père s'adresse à la mère, ça veut dire toi et lui, donc toi, c'est la mère, et moi et lui. Donc, ici, il y a un dialogue qui s'amorce aussi entre les deux parents. Et le père sélectionne la mère comme le destinataire désigné de ces propos. Et puis, ce qui me semblait aussi intéressant, c'est ce qui se passe ici en ligne 18, c'est qu'on voit que c'est les parents eux-mêmes qui vont formuler eux-mêmes le diagnostic finalement, en disant il demande un peu d'attention et la mère, exactement en même temps, lui dit il lui manque de l'attention. Donc, on voit ici que dans cet extrait, enfin dans cet ensemble de deux exemples, le conseil n'est pas complètement formulé par la mère, il est formulé de manière implicite et interrogative, mais c'est les parents eux-mêmes qui reformulent ici le diagnostic en se l'appropriant. Ils demandent de l'attention, il lui manque de l'attention. Donc voilà, et ce qui me paraissait aussi intéressant, c'est de voir que le père lui-même, au moment de formuler ce diagnostic,
il adopte le point de vue énonciatif de l'enfant. C'est-à-dire qu'il dit, il lui manque de l'attention de voir que, et moi. Et le moi, à ce moment-là, ce n'est pas le moi père, c'est le moi enfant, dans sa position d'être le plus jeune de la famille. Donc, je trouve aussi intéressant comment les adultes en interaction peuvent aussi endosser le point de vue énonciatif de l'enfant dans un certain moment de ces échanges. Voilà, donc si on avait eu plus le temps, on aurait pu voir comment se déploie encore ce conseil sur d'autres registres, parce que la séquence n'est pas terminée et peut-être qu'il faudra attendre de lire l'article qu'on est en train de faire pour aller jusqu'au bout de cette analyse. Mais donc, si j'arrive un peu à ce petit exemple aussi en lien avec la thématique qui nous réunit ce soir, c'est qu'on voit que l'activité de conseil dans les entretiens de parents, c'est tout sauf une activité statique et monologique. Ce n'est pas un acte de langage produit par un locuteur adressé à quelqu'un qui sait moins que lui. Ce n'est pas un acte unidirectionnel d'un sachant vers un non-sachant. On voit bien que c'est une pratique éminemment dialogique au sens où elle est collectivement et dynamiquement construite. Elle émerge progressivement dans les conditions de la rencontre. On voit aussi comment les participants, donc aussi bien l'éducatrice que les parents, échangent des connaissances dans leur sphère d'activité respective au sujet de la situation traitée. On voit aussi comment l'enfant qui est absent matériellement de la situation d'interaction devient un acteur convoqué dans ces moments-là, parce qu'on parle à travers sa voix et on le convoque comme un énonciateur des échanges que l'on tient. Et puis, on voit aussi que cette production de conseils qui structure ou qui ponctue les entretiens de parents est une activité non seulement épistémique, où il s'agit de partager des connaissances ou de se mettre d'accord sur un diagnostic, mais une activité éminemment relationnelle et interpersonnelle. On voit notamment à quel point ça peut être... il peut y avoir des hésitations dans la manière de se mettre dans une position de sachant par rapport à son interlocuteur, et que ça ne se fait pas de manière neutre sur le point de vue interpersonnel. Alors peut-être pour terminer et pour répondre à la deuxième question que nous posait aussi Nathalie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut amorcer un dialogue avec les professionnels en tant que chercheurs. Dans les travaux récents de l'équipe, on ne s'intéresse pas seulement à décrire les pratiques interactionnelles comme je viens de le faire, mais on travaille aussi avec les professionnels pour les amener à analyser elles-mêmes leurs interactions. C'est-à-dire qu'on développe des dispositifs de formation par et à l'analyse interactionnelle, c'est-à-dire qu'on propose des dynamiques d'analyse collective de séquences filmées du type de celles que vous avez entreaperçues aujourd'hui. Et donc, pour terminer, ça me paraissait intéressant de faire entendre la voix des éducatrices au moment où elles analysent leurs propres interactions. C'est aussi une autre situation de dialogue, mais une situation dans laquelle on voit aussi la grande sensibilité des éducatrices à cette problématique du dialogisme dans leurs activités d'analyse collective. Alors ça, c'est un tout petit extrait, je vous le mets peut-être en contexte et je vais terminer par ça. C'est une éducatrice qui analyse avec le groupe une situation d'entretien avec une maman et qui entre dans l'analyse avec un sentiment de frustration parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas pu donner de conseils. C'est-à-dire que ce qu'elle voulait dire à la maman n'a pas été compris par elle et qu'elle a échoué dans l'activité de conseiller. Et au terme d'une heure d'analyse collective, on va voir qu'elle porte un regard assez différent sur ce qu'elle estimait être un échec, puisqu'elle va avoir un regard un peu différent. La situation est la suivante. L'entretien porte sur une maman qui a 2 enfants et qui va toujours chercher sa fille aînée avant sa fille cadette. Et donc, la fille cadette a rarement l'espace de pouvoir faire des retrouvailles avec sa maman. Et du coup, l'éducatrice voulait suggérer à la maman qu'elle allait d'abord chercher la cadette avant d'aller chercher la fille. Et donc, elle se sent un peu frustrée au terme de l'entretien parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas pu faire passer ce message. Mais au terme de l'analyse, l'éducatrice, elle partage avec le groupe l'information suivante, et c'est ça que je voulais vous lire pour terminer. Elle dit, en fait, au final, je reviens un peu, pas sur le moment là, mais avant, mais finalement, elle a compris que, donc elle, c'est la maman, peut-être j'allais lui proposer de venir d'abord chercher Chloé, parce que sans que je le dise, parce que finalement,
parce que si je faisais le contraire, alors que finalement, je ne lui ai même pas encore proposé de venir d'abord chercher Chloé. Donc, en fait, je ne me suis pas rendu compte, je me rends compte maintenant qu'elle avait déjà pigé, que j'avais déjà essayé de lui demander si elle ne pouvait pas venir chercher Chloé en premier. Ça me paraît assez intéressant parce que ça montre que finalement, l'activité de conseil dans ces situations d'entretien avec les parents, et aussi bien celles qui sont accomplies que celles qui sont analysées en formation, place souvent le contenu ou la voie du conseil dans la voie d'autrui. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours la personne qui doit donner le conseil qui le formule, mais en quelque sorte, le conseil est souvent placé dans la voie de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, la maman n'a pas attendu que le conseil lui soit donné pour répondre au conseil. Donc, on voit ici comment finalement, ces pratiques autour du conseil sont éminemment dialogiques, puisqu'il n'y a pas besoin d'énoncer le conseil, il suffit aussi de le faire dire par autrui. Et donc, je voulais terminer avec cette idée que finalement, les éducatrices de l'enfance, quand on regarde leurs compétences d'interaction dans ces moments d'entretien avec les parents, ce sont des compétences éminemment dialogiques, pas seulement parce qu'il faut se coordonner avec autrui, mais aussi parce que tout l'art peut-être de donner un conseil, c'est de ne pas le dire soi-même et de le faire dire par l'autre. Ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est des choses qu'on observe à la fois dans les pratiques observables et que les participants elles-mêmes en formation peuvent prendre conscience de ce genre de choses. Merci beaucoup. Désolé d'avoir été sans doute un peu plus... Magnifique. Merci beaucoup. Merci Laurent pour cette magnifique et tout à fait passionnante entrée vertigineuse dans les activités du quotidien professionnel autour du conseil. Merci Laurent. Je donne directement la parole à Michel. Gardez vos questions parce que je pense que ça suscite toutes sortes de questions. Mais je pense que l'idéal, ce serait de garder après les 3 premiers intervenants un petit temps de discussion. Alors, Michel Grossen, très heureuse de t'accueillir ce soir. Michel Grossen, professeur à l'université, honoraire à l'université de Lausanne. Je te laisse la parole. Merci. Donc, moi, ça va enchaîner assez bien avec ce que Laurent Fietta vient de vous présenter, puisque je vais vous parler de l'entretien clinique à but thérapeutique, que j'appellerai entretien thérapeutique pour aller vite, et qui est une situation que nous étudions depuis, je dirais, de nombreuses années avec Anne Salazar-Borvik, qui est professeure en sciences du langage et qui a développé ces dernières années une approche justement dialogique de l'entretien clinique. Donc, je pense qu'un certain nombre de choses que je vous dirai font écho à ce qui vient d'être dit. Je me situe ici à la fois en tant que chercheuse justement sur l'entretien thérapeutique, mais aussi, et je tiens à le dire, en tant qu'enseignante, en tout cas ancienne enseignante, qui a tenu un séminaire dans lequel nous analysions justement des entretiens thérapeutiques avec les étudiants, et donc qui a contribué à la formation des psychologues sur la question de l'entretien, avec un certain nombre de difficultés ou d'obstacles dont je vous parlerai au passage. Alors, ce que j'aimerais peut-être commencer par préciser, vous le savez sans doute, c'est que l'entretien clinique, c'est une méthode qui est enseignée dans le cursus de formation des psychologues, qui fait l'objet de très nombreux ouvrages sur les pratiques de l'entretien clinique, des ouvrages qui sont le plus souvent écrits par des personnes qui elles-mêmes ont une pratique d'entretien et qui s'appuient sur leur expérience pour prodiguer notamment un certain nombre de conseils. Donc, il me semble que ce sont des ouvrages qui ont comme caractéristique d'avoir une dimension, on va dire, prescriptive assez importante, c'est-à-dire qu'on apprend aux futurs psychologues ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est à la fois prescriptif, mais aussi un peu normatif. Il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que c'est quand même assez souvent une approche décontextualisée de l'entretien clinique qui ne s'appuie pas nécessairement sur, justement, des corpus d'entretien clinique authentiques comme ce que nous venons de voir à l'instant. Ce qui est une autre caractéristique que j'ai remarqué en tout cas dans certains de ces ouvrages, c'est qu'on donne beaucoup de place au patient, ce qu'on appelle le patient,
notamment en rappelant toute la dimension émotionnelle que peut susciter la participation à un entretien de type thérapeutique. Et on passe un peu de côté, on oublie quelque peu la participation du psychologue, et non seulement, je dirais, sur sa participation, sur la dimension émotionnelle, mais aussi tout simplement, bêtement, j'ai envie de dire, sur le fait que le psychologue parle dans un entretien clinique, c'est-à-dire qu'il utilise le langage et il se sert du langage pour amener son patient quelque part, comme on vient de le voir à l'instant. Donc, ce qui nous manque dans ce genre d'approche, c'est qu'au fond, on a très peu d'idées sur ce qui se passe dans les pratiques réelles de l'entretien clinique. Ça peut aussi susciter une certaine forme d'idéalisation sur ce que ça devrait justement être pour être un bon entretien clinique. Donc, ça néglige aussi un peu le contexte particulier qui est propre à chaque entretien. Et encore une fois, ben, ça néglige, il y a peu d'ouvrages qui mentionnent vraiment explicitement qu'on a affaire à une situation d'échange de paroles. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le patient qui parle, mais également le thérapeute qui travaille sur le discours du patient et surtout qui s'engage dans ce processus de co-construction que Laurent vient de décrire à l'instant. Donc, il ne s'agit pas seulement de décrire des caractéristiques du discours, du type, je ne sais pas, le psychologue pose des questions, il reformule, etc., mais vraiment de montrer comment le discours circule entre les participants. Et donc, dans ce sens-là, c'est intéressant de relever que c'est bien du côté des sciences du langage qu'il y a une longue tradition qui date notamment des travaux de Leboeuf et Fanchel sur l'analyse du discours thérapeutique et qui s'est ensuite développée notamment du côté de l'analyse conversationnelle qui a donné une place importante à des entretiens de type thérapeutique ou de type de conseil. Alors, ce qui me semble intéressant à relever ici, c'est que ces travaux sont très peu transmis justement dans le cursus de formation des psychologues. Et d'autre part, et là c'est l'enseignante, l'ancienne enseignante qui parle, c'est que ce genre de travaux ne suscite pas toujours, ou en tout cas pas immédiatement, l'intérêt des étudiants. J'ai eu des étudiants qui me disaient, mais enfin, pourquoi vous nous parlez de ça? Nous, on n'est pas des linguistes. Ce qui, je dois dire, me laissait assez pantoise dans la mesure où, justement, je ne sais pas quel autre instrument d'intervention le psychologue a à disposition, si ce n'est le langage. Donc, ça me semble assez représentatif de cette idée qu'on trouve beaucoup chez les psychologues, que le langage est l'expression, j'aime bien l'écrire en deux mots pour bien indiquer qu'on presse dehors la pensée au moyen du langage. Et si on s'y prend bien, on pose bien les questions, on est neutre, on est bienveillant, on est tout ce que vous voulez, eh bien, avec un peu de chance, on va cueillir ce que la personne pense vraiment. Ça me semble que c'est quelque chose qui est très développé dans le champ de la psychologie. Et puis, l'autre chose que j'aimerais relever aussi, c'est que le psychologue, au fond, pourrait arguer que le langage, ça ne l'intéresse pas vraiment parce que ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière les mots, entre les mots ou dans le non-verbal. Je n'ai jamais pu présenter les travaux que nous avions faits sans qu'inévitablement on nous dise mais vous ne donnez pas assez d'importance au contexte non-verbal. Donc, en fait, tout ça pour dire que la matérialité même du langage est quelque chose qui passe un petit peu sous les radars ou sous la loupe des intérêts des psychologues, avec, alors je trouve, une difficulté de l'information des étudiants qui est de les sensibiliser à ce que c'est que l'interprétation ou les amener, je dirais, à une certaine prudence interprétative.
j'ai eu des étudiants justement très frustrés parce qu'à partir de quelques tours de parole, ils avaient envie de faire de grandes interprétations sur ce qui se passait dans la tête des gens. Et on essayait de leur dire, mais vous restez centrés sur ce qu'on peut dire à partir de ce qui est dit. J'ai été accusée notamment d'être très peu poétique, ce que je voulais volontiers, dont je voulais volontiers convenir. Bien, donc moi, ce qui me semble intéressant dans l'entretien clinique, c'est de l'appréhender à la fois comme une situation de travail et qui nous permet justement d'appréhender les pratiques réelles telles qu'elles se développent dans différents contextes de consultation et comme une activité discursive. Et la méthode que nous utilisons avec Anne Salazar est une méthode inspirée des travaux de Bakhtin et qu'on appelle approche dialogique. C'est une approche qui s'intéresse, eh bien, je dirais d'une part au contexte dans lequel l'entretien est mené, en considérant que la situation d'entretien elle-même est en dialogue avec toutes sortes d'autres situations dans lesquelles l'individu est impliqué et qu'elle porte les marques de ces différents contextes, qu'elle porte les marques de ces différents contextes. L'autre chose, et là ça rejoint ce que Laurent Fietta disait à l'instant, c'est de nous intéresser à l'interdépendance entre le discours des participants, en considérant notamment que même ce qu'on appelle classiquement l'initiation d'un tour de parole, par exemple, je pose une question, on va dire que c'est une initiation, eh bien même une question, c'est déjà une réponse à quelque chose qui précède parce que c'est pris dans une chaîne dialogique qui va au-delà de la situation proprement dite. L'autre caractéristique de cette approche, c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle la voix des tiers absents. C'est-à-dire que Laurent, par exemple, a mentionné l'enfant qui est absent et qui est ventriloqué en quelque sorte dans le discours du père. Mais on pourrait ajouter à ça, je vais prendre un exemple dans ce qui vient d'être dit, comme ça fera un lien entre nos différentes interventions. Lorsque l'éducatrice dit « vous travaillez beaucoup », on pourrait y voir la voix aussi d'une certaine représentation de ce que c'est que l'éducation d'un enfant et le développement émotif d'un enfant, donc une sorte d'implicitation que lorsqu'on travaille beaucoup, il y a des risques pour le développement émotionnel de l'enfant. Donc, ça nous intéresse avec toutes les difficultés d'analyse que ça comporte, de nous intéresser à ces discours qui circulent, et y compris ces discours justement sur l'éducation, sur ce qui est bon. Par exemple, on a quelque chose, je prends un exemple de notre propre corpus, un psychologue qui dit « il est enfant unique » et donc tout tourne autour de lui. Vous voyez que là, on peut quand même inférer quelque chose qui est de l'ordre de la représentation sociale, l'enfant unique qui forcément est le centre de l'attention, etc., etc. Bien. Alors, ce que j'aimerais, et donc ce qu'on regarde dans nos corpus, et là je ne vous amène pas d'exemple, mais c'est l'intrication entre ce qu'on appelle du discours en présence, donc les personnes qui sont là, et le discours en absence. Par exemple, on a un corpus dans lequel la thérapeute s'appuie beaucoup sur la parole rapportée par la mère d'un médecin qui aurait dit de l'enfant « votre enfant, c'est un petit tyran ». Et là, c'est la parole dont s'empare la thérapeute pour amener la mère à considérer qu'être dans une situation de tyran, ce n'est pas forcément agréable pour l'enfant. Et ça se termine joliment, je pense, comme tout psychologue voudrait qu'un entretien se termine, parce que la mère dit « ah, j'y avais jamais pensé ». Voilà. Donc, on a là des exemples de voix absentes qui alimentent le discours en présence et qui amènent ensuite quelque chose qui est de l'ordre
du dialogue avec soi-même, puisque quand la mère dit ben, « j'ai jamais pensé », s'oppose deux voix de manière indirecte. Une voix qui dirait ben, « c'est bien d'être, c'est une bonne position pour l'enfant et c'est moi, mère, qui suis martyrisée », et une voix qui change de point de vue et qui se dit ben, « après tout, être en position de tyran, c'est aussi difficile pour l'enfant, pas seulement pour les parents ». Donc, ce que je voulais dire en conclusion, c'est pour deux, trois mots là sur la formation. Moi, il me semble que ce qui est intéressant dans ces travaux pour la formation des psychologues, c'est justement de montrer le pouvoir de la parole. Et personnellement, je trouve que c'est absolument passionnant de voir comment les psychologues s'y prennent pour susciter la parole de l'autre, comment aussi ils reviennent souvent sur certaines idées qu'ils essayent de faire passer, et comment le patient, d'une manière qui est beaucoup moins voyante, ça peut être un silence, mais dispose aussi de ce que tu appellerais probablement des compétences interactionnelles pour faire parler enfin, qu'on pourrait faire parler le thérapeute ou toutes sortes d'autres effets pragmatiques. Il me semble aussi que l'intérêt, c'est de montrer un certain nombre d'éléments qui ne sont justement pas décrits dans la littérature sur les entretiens cliniques. Un exemple, j'aimerais juste prendre un passage, c'est l'exemple de la reformulation qui est très souvent présentée comme, on pourrait dire, l'opération sans peur et sans reproche, c'est-à-dire qu'on ne risque rien quand on utilise une reformulation. Ben, en réalité, quand on va regarder de près en quoi consiste une reformulation, ça peut aller de quelque chose qui est assez proche de la répétition, mais qui peut néanmoins pragmatiquement susciter des réactions inattendues, jusqu'à quelque chose qui s'éloigne passablement, qui introduit des divergences assez importantes par rapport au discours du patient. Donc, entre dans cette catégorie reformulation un ensemble assez disparate d'opérations sur la parole de l'autre. Et donc, ça montre tout ça que certaines pratiques prescrites n'ont pas toujours l'effet qu'on pense, l'effet escompté. Un exemple, par exemple, c'est celui des thèmes délicats où on peut se dire, ben, c'est logique que si je dois annoncer à quelqu'un que son proche a eu un accident ou est en train de mourir, ben, je vais prendre toutes sortes de précautions, des silences, des respirations, des hésitations, etc., pour lui annoncer la chose. Eh bien, si on regarde pragmatiquement ce que ça suscite, eh bien, justement, ça met en quelque sorte la puce à l'oreille de la personne et ça ne produit pas toujours cet effet d'atténuation qui est escompté au travers de ce type de stratégie. Pour terminer, j'aimerais juste dire qu'il me semble important dans la forme que travailler sur l'entretien clinique, ça permet aussi aux psychologues de secondariser leur propre expérience, c'est-à-dire de se retourner sur leur propre pratique et d'en faire un objet de connaissance. La pratique, ce n'est pas que du faire, c'est aussi de la réflexion sur le faire. Et en ce sens-là, ben, j'appelais de mes voeux une formation que Laurent Fietta mène dans son équipe, qui serait précisément de pouvoir travailler soit avec des psychologues en formation, soit à titre de formation continue, sur des corpus authentiques et qui permettent précisément aux personnes de s'intéresser à leur propre pratique et d'être attentifs aux effets attendus et inattendus que ça suscite. Voilà, merci. Merci. Pour cette entrée dans l'analyse de l'enchevêtrement des dialogues professionnels qui a, on le voit aussi, des répercussions sur la formation et ça fait bien écho aux différentes disciplines qui sont en jeu ici. Marcelo dos Santos m'aide, je te convie sur la scène. Merci d'être là ce soir. Marcelo, post-doctorant à l'Université de Neuchâtel et psychologue.
va nous parler d'une autre pratique professionnelle encore. On verra aussi les interactions. Ici, on entre dans l'éducation thérapeutique. Exactement. Alors, il y a un avantage d'être le troisième dans une présentation comme ça, parce que tout a été bien mâché, bien digéré, mais la responsabilité, elle augmente aussi parce qu'il faut absolument maintenir le niveau, des choses que je vais essayer, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si… Ah, voilà, là. Voilà. Alors, comme vous pouvez remarquer dans le titre de ma présentation, moi, je m'intéresse aux interactions de soins. Les interactions de soins, ce sont des interactions qui ont des traits assez communs. Et puis, on pourrait résumer ces interactions comme toutes sortes d'échanges dans les milieux de soins susceptibles de faire émerger des situations d'apprentissage ou des situations d'expérience partagée vis-à-vis d'une maladie ou d'un état de santé. Donc, vous voyez bien que cette description elle est assez large. Et donc, on peut voir des consultations, des examens à faire. Et moi, dans cet océan des interactions de soins, moi, je m'intéresse encore précisément à toutes sortes d'interactions de soins qui est labellisée par le terme, éducation thérapeutique du patient. Alors, ces interactions, elles s'inscrivent plutôt à l'intérieur dans des contextes de prise en charge de maladies chroniques importantes, comme la mucoviscidose, comme l'HUV, comme le cancer, et même dans le cas qui m'occupe et que je vais vous présenter au fur et à mesure, le diabète. Alors, l'éducation thérapeutique est un ensemble de pratiques assez hétérogènes. Hein. Quand on regarde les pratiques labellisées éducation thérapeutique de patients, on retrouve toutes sortes d'interactions, mais elles ont aussi des traits communs. Et puis, un des traits communs qui est la porte d'entrée de mes recherches, c'est que toutes ces pratiques hétérogènes, elles sont des activités explicatives. C'est-à-dire qu'on explique à ces personnes qui vivent avec une maladie chronique toutes sortes de choses à propos de leur maladie, à propos de leur traitement, à propos des complications possibles à long terme. Et puis le but, c'est un but double, un pari assez double entre didactique et thérapeutique, qui peut être résumé comme l'hypothèse suivante: apprendre à propos de la maladie amène à l'acquisition progressive de comportements de santé. Donc, c'est ça l'hypothèse de base de ces interactions. Donc, il s'agit des interactions qui cherchent progressivement à amener les personnes qui vivent avec une maladie chronique à prendre soin d'eux-mêmes, de leur maladie aussi, de leur traitement, de partager avec le médecin ou avec les soignants la responsabilité de leur prise en charge. Et puis tout ça avec aussi un autre idéal qui s'y dessine, qui est un idéal de incarner la maladie, c'est-à-dire expliquer la maladie, mais la maladie d'une façon singulière, c'est-à-dire la maladie du patient qui est en face de moi, en respectant sa trajectoire aussi, tout aussi singulière. Donc, vous voyez bien que le pari est un pari assez ambitieux. Et puis, ce qui est important aussi quand on se penche dans ces genres d'interactions, c'est que dû à l'importance épidémiologique des maladies chroniques, il y a des milliers de personnes au monde qui sont formées aujourd'hui pour l'éducation thérapeutique, à savoir les patients évidemment, mais aussi les soignants, parce qu'il y a toutes sortes de formations destinées à des médecins, à des infirmiers, à des podologues, à des psychologues, etc., dont cette perspective qui est des interactions en éducation thérapeutique des patients. Donc, vous voyez bien que c'est très intéressant comme champ pour nous. Et c'est là c'est intéressant de voir les pratiques effectives. C'est ce qui se passe effectivement dans ces interactions pour susciter toutes sortes de réflexions. Et c'est là qu'une perspective socioculturelle vient justement nous aider à voir dans ces lieux de formation justement les moments, finement ce qui se passe au niveau de ces pratiques, justement pour offrir des occasions
à ces soignants de développement professionnel. C'est ça donc que j'essaierai de vous montrer. Et donc, dans sa double mission, éduquer et en même temps soigner, donc on peut déjà imaginer qu'il y a toutes sortes de discours qui alimentent ces interactions de soins en éducation thérapeutique du patient, des discours qui viennent des traditions de l'enseignement, mais aussi des discours qui viennent de la tradition de soigner, des soins. Et puis, ces discours multiples et variés qui alimentent et qui sont à l'interface de ces pratiques, ça provoque évidemment des tensions dialogiques, des tensions des dialogues, des points de tension qui viennent justement susciter des dilemmes pour les soignants, susciter des obstacles aussi, et toutes sortes d'implicites qui ne sont pas thématisés. Donc, voilà qui, l'approche socioculturelle pourrait nous aider à travers des méthodes assez spécifiques qui font justement en sorte de mettre en évidence ces implicites. Et la grande question, c'est de comment saisir justement ces implicites dans la trame dialogique de ces interactions. Donc, moi, je vais vous montrer un extrait seulement. C'est un extrait qui est représentatif, je pense, de ces méthodes, des méthodes qui provoquent justement ces moments d'implicites et comment on peut justement analyser ces implicites dans leur trame dialogique. Et donc, l'extrait que je vais vous montrer, c'est un extrait de ma thèse qui a été défendue en 2020, dans le contexte du diabète. Et donc, dans ma thèse, j'ai utilisé des méthodes qui sont appelées des méthodes d'autoconfrontation, à savoir on enregistre l'activité et puis ensuite on sectionne les activités pour que ça soit visionné par les soignants eux-mêmes, pour que ces soignants fassent eux-mêmes des analyses à propos de ce qu'ils étaient en train de faire. Dans mon cas, moi, je m'intéresse aux explications de soins à l'intérieur de ces interactions en éducation thérapeutique. Et donc, je présente des explications bien délimitées en ayant une introduction, une ouverture, un développement et une clôture. Et je demande aux soignants 3 catégories dans le contexte de ma thèse, médecins, infirmiers et diététiciens, qu'ils fassent des pauses à chaque fois qu'ils trouvent qu'il y a des choses à dire à propos de leur propre activité. Ils analysent avec moi ce qui se passe dans leur activité. Donc, je vous montre cet extrait, qui est un extrait... c'est dommage, on n'arrive pas à tout voir. On fait comment? Je diminue, je sors du... Soit en début, soit... C'est bon là? OK. Donc voilà, c'est un extrait qui est un extrait, je dois vous contextualiser. Il s'agit d'une explication qu'une infirmière donne à un patient de 14 ans à propos du diabète. Et elle explique qu'est-ce qu'est le diabète. Elle pose des questions, qu'est-ce qu'est le diabète. Et puis, ce qui arrive en amont, c'est une explication à propos du diabète par une maladie auto-immune. Et l'infirmière l'utilise en amont passablement un champ lexical assez lié à la destruction. Que la maladie auto-immune, c'est une maladie qui détruit des cellules, que le corps attaque la cellule, et puis que le diabète est, une fois que ça se casse, on n'arrive pas plus à fabriquer. Évidemment que l'adolescent, au fur et à mesure de l'explication, se désinvestit de l'explication, une fois qu'il écoute tellement un champ lexical de cette sorte. Et puis, à la fin, lors de la clôture de cette explication, l'infirmière, elle trouve bon de faire ce qu'on appelle une séquence latérale avant de faire totalement la clôture de l'explication. Donc, je vais vous lire cette clôture et l'ouverture de cette séquence latérale. Donc, elle est en train d'expliquer encore à propos de la maladie auto-immune. Elle dit donc, voilà, donc, en fait, quand quelque chose s'est détruit, on ne peut pas le construire. Et puis, il dit, pour le moment, en tout cas. Et puis, il y a là un silence assez important de 5 microsecondes. Et puis, ensuite, elle reprend le tour de parole en disant, toi, tu as l'impression, par exemple, qu'il y a des moments où tu es fâché contre ton corps d'avoir fait ça. Et puis, l'adolescent dit, un petit peu, oui,
oui, j'ai vu, à un moment, je me suis dit, des fois, tu es fâché en disant pourquoi il m'a fait ça. Et puis l'adolescent dit, des silences, elle reprend, d'accord, des silences, souvent, et puis grand silence aussi, et puis elle reprend la parole quand même, hein, c'est quelque chose qui te tracasse. Et puis l'adolescent dit, oui, un petit peu. Et puis ensuite, elle reprend la parole. Est-ce que tu te dis, ça pourrait détruire d'autres choses tout d'un coup, il pourrait se mettre à détruire d'autres choses? Et puis l'adolescent dit, bah, vu que pour le moment, ça va très bien, je ne vois pas. Et puis elle a dit, ouais, il n'y a pas de raison. Il dit, oui, oui, il n'y a pas de raison, Adrien. Donc, vous voyez bien, c'est une séquence latérale suite à une explication qui était déjà massivement habitée par un champ lexical assez spécifique. Et puis, quand je montre cette explication pour qu'elle analyse elle-même, l'infirmière, elle nous met l'interprétation suivante des choses qui étaient invisibles derrière ces silences, qui est la chose suivante. Elle arrête le visionnement au tour numéro 50 et puis elle dit, alors là, ça, je me suis voulu d'avoir dit ça sur le moment même. J'ai l'impression que je l'incite à trouver une raison et puis elle se tourne vers sa collègue parce que c'était l'autoconfrontation croisée. Il faut voir ça comme deux professionnels qui analysent la même séquence. Elle se tourne vers sa collègue infirmière et dit, tu te souviens de Mélodie? Et puis sa collègue dit oui, oui. Et puis elle dit, ouais, j'avais dû l'expliquer ça et elle s'était imaginée qu'elle avait des soldats dans son corps qui détruisaient des parties de son corps. Et elle était très fâchée contre elle-même, cette fille, jusqu'à ce que je ne comprenne pas pourquoi, et puis jusqu'à ce qu'elle puisse dire qu'elle était fâchée, que son corps puisse la démolir. C'était quelque chose qui était épouvantable. Mais maintenant, elle a 14 voire 15 ans, et elle en parle encore. Alors, elle dit qu'elle comprend mieux, mais ça reste quelque chose de douloureux de penser que son propre corps l'a détruite. Et donc, on voit là que ce qui se passe dans l'explication avec Adrien, ça a été en 2015 qui a été enregistré, est habité par quelque chose d'autre qui vient d'ailleurs, qui vient d'une autre interaction, une interaction avec une patiente appelée Mélodie. Et donc, on voit mot à mot des choses qui sont très présentes dans les deux situations. Elle dit dans le tour numéro 50, est-ce que tu te dis que ça pourrait détruire d'autres choses tout d'un coup, il pourrait se mettre à détruire d'autres choses? Et puis quand on révisite l'interaction avec Mélodie, on voit que les mots qu'elle utilisait dans l'explication avec Adrien, ce sont des mots qu'elle a révisités de cette interaction avec. Donc, vous voyez bien que ces méthodes en dialogie nous permettent de voir comment un discours qui est tenu maintenant est habité par des discours qui viennent d'autres temporalités. Et dans ce cas, dans l'agressivité, le fait d'adresser un discours à quelqu'un et de répondre à quelque chose, on peut voir qu'il y a une sorte de construction d'une surcatégorie, c'est-à-dire que tout patient diabétique de type 1, adolescent de 14 ans, serait fâché contre son corps parce que le corps détruit son pancréas. On peut s'interroger donc dans cette manière de mener des interactions où se trouve la singularité de l'interaction, puisque l'interaction est toujours habitée par quelque chose qui est une sorte de surcatégorie qui a été construite au fur et à mesure des pratiques professionnelles. Et donc, ces méthodes nous aident justement à voir ça. Et puis, dans le sillage de ce qui a été présenté par Laurent, ce qui est intéressant avec ces méthodes, c'est justement d'accompagner les soignants dans une sorte de développement des compétences interactionnelles et de s'interroger aussi sur ce qu'on est en train de réactiver dans l'ici et maintenant et qui vient en fait d'autres temporalités et d'autres discours et d'autres voies. Voilà, merci beaucoup. Beaucoup, Marcelo. Peut-être qu'on va prendre 5 minutes maintenant, si ce n'est 3, pour écouter vos questions, faire une petite juste interruption dialogique avec vous, voir si vous avez des questions, des commentaires, des volontés d'en savoir plus. Et là, je m'adresse aussi à Zoom. Il y a des questions sur Zoom? Il y a un commentaire sur Zoom. Il y a un commentaire sur Zoom. Est-ce que tu veux peut-être juste le dire parce qu'on l'a là? Parfait.
C'est un commentaire pour Laurent, de la part de Giovanna Leiani, qui indique que le travail de Arlene Anderson, Collaborative Therapy, Relationship and Conversations that make a difference. Donc, c'était peut-être une suggestion et un prolongement. Vu que je suis là et on a 3 minutes maintenant, j'en profite si je peux vous poser une question. Si j'ai une question pour Laurent. Merci pour ta présentation. Il me semble, moi je me suis noté 2-3 choses. Ce que je retiens, c'est que d'abord, la capacité à interagir ne se décrète pas, mais peut se construire grâce à une formation adaptée. Tu l'as bien montré. Et puis, je me réfère en parallèle avec la formation des enseignants, qui me tient à cœur, où souvent on parle des gestes professionnels, de la capacité de coordination. Tu as aussi mentionné la capacité de coordination, comme des aspects fondamentaux, en fait, pour l'exercice du métier. Et dans le cadre de la formation des enseignants, on donne aussi de la place à l'analyse collective, comme tu l'as montré. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est une analyse collective qui intervient dans le cadre de la formation et qui est soumise à une évaluation. Ce qui bloque un petit peu, disons, les possibilités de développement, à mon avis. Et donc, ma question de base était comment pallier à cela, s'il y a des moyens, peut-être basculer cela en formation continue pour éviter, mais quand même, ça serait dommage parce que la formation initiale aurait besoin, à mon avis, de ce type de travail collectif, d'analyse collective. Et puis aussi une deuxième question qui souvent m'est adressée par les futurs enseignants. Quand on se penche sur l'analyse fine des situations, du quotidien, etc., quel type de généralisation on peut faire? Aussi en lien avec ce que Michel disait, on a toujours tendance à avoir une prudence dans l'interprétation, on divise en cas spécifiques, dans l'ici et maintenant, etc. Donc, c'est des questions un peu liées à la formation des enseignants. Et il y a aussi une question de la salle, avec plaisir. Oui, je voulais re-questionner un peu cet accomplissement biologique qui est ici présenté de manière très productive. Je voulais un tout petit peu le questionner par rapport aux failles et par rapport aux limites, dans le sens où, d'une certaine manière, vous nous montrez des jeux sociaux dans lesquels on entre. Et quand je entre dans une discussion de conseil, bien entendu, je vais réagir biologiquement si je veux. Par exemple, si je ne veux pas, je peux dire comme parent, je ne comprends pas, je n'entre pas dans le jeu social. Je dis ça parce que, imaginons l'éducatrice aurait émis une autre hypothèse que, par exemple, les raisons pour le comportement affectif de l'enfant sont ça. Et puis, les parents auraient dit aussi oui. Parce que oui, ils sont aussi pensés dans ce sens-là, parce que l'accomplissement biologique le demande d'entrer en dialogue. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les mécanismes se produisent aussi parfois simplement on entre dedans dans les dialogues pour qu'ils s'accomplissent? Mais ça ne veut pas dire que ça peut produire quelque chose de connaissance sur le monde qui est vrai. Donc, ça concerne toutes les interventions. Pour ça, je dis, je entre et le garçon n'est pas entré dans le jeu social. Et il a dit non, je ne comprends pas. Voilà, bon, je ne me mets pas à cette place pour te répondre. Il a bien fait. Hein? Il a bien fait. Oui, il a bien fait, mais le papa aurait pu le faire aussi en disant je comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire je travaille trop? Voilà. Bon. Donc, il y a quand même, si on ne partage pas l'horizon et si on n'entre pas en jeu, ça ne se fait pas. Donc, n'importe quel accomplissement biologique ne se fait pas. Et ça, on pourrait dire, OK, ce n'est pas si grave, mais pour le moment, je vis un peu des situations. On a vécu une situation de crise. Et les accomplissements biologiques, pour moi, sont devenus, dans certains endroits, bien compliqués. Et autrefois pas, parce que le contexte partagé, l'horizon partagé, a disparu. Et voilà, je voulais seulement dire, il y a aussi un implicite peut-être dans la recherche que nous faisons, donc qui présuppose qu'on rentre en jeu. Voilà. Et donc, je voulais dire, est-ce que ça est conceptualisé aussi avec les concepts que vous utilisez?
Ça m'arrive. Après, c'est des questions très différentes et Oui. enfin, on est plusieurs à être interpellés. Je ne sais pas trop comment. Enfin, peut-être que je réponds à la question de Jeannette, puis on verra si on a le temps de répondre à la question de Francesco. C'est vrai que je pense qu'il ne faut jamais oublier que les situations enfin, ou les contextes dont on a donné à voir certaines choses sont aussi fabriqués par ce que tu appelles des jeux dialogiques éminemment culturels et qui valent dans les situations. Et bon, je pense que tous les travaux aussi dans la carrière de Michel ont visé à déconstruire la transparence de ces contextes-là, que ces contextes sont façonnés aussi par des attentes sociales sur la manière d'interagir. Et évidemment, dans un entretien de parents, il y a des convenances qui font qu'on ne va pas marquer son désaccord de la même manière que dans un autre contexte. Donc, je pense qu'il ne faut jamais oublier que ce dialogue avec un D majuscule, ou le rapport qu'on fait avec des formes sociales, il se marque aussi dans ses attentes sur qu'est-ce qui est convenu de faire et qu'est-ce qui est reconnu comme légitime. Et je dirais non seulement ça, mais j'étais aussi intéressé par ce que disait Michel, et je pense que ce n'est pas non plus en lien avec la remarque de Jeannette, sur les conceptions du langage qui circulent dans les différents contextes et les différentes communautés. Je pense que typiquement les psychologues véhiculent certaines représentations sociales sur qu'est-ce que le langage. Et je pense que les éducateurs de l'enfance ont aussi construit des représentations liées à leur formation, à leur pratique, qui sont peut-être sensiblement différentes de celles des psychologues, mais qui parlent aussi à travers leur manière d'interagir. Donc, je pense qu'en effet, il faut jamais oublier que derrière ces accomplissements situés, il y a à la fois des formats de jeux dialogiques qui sont à l'œuvre et qui sont tout à fait propres à des événements de communication. Et puis, il y a aussi, je pense, des représentations sur qu'est-ce que le langage et comment est-ce que finalement on l'utilise, qui elles-mêmes aussi sont des constructions locales. Donc, je pense qu'en effet, je trouve que c'est quelque chose que montre bien la juxtaposition des contextes très différents, de montrer que ces choses-là ne sont pas transparentes. Je suivrai assez ton observation sur ce point. Mais je vais laisser peut-être aussi les collègues répondre. J'étais très intéressée par votre question parce qu'à vrai dire, ce qui, moi, m'a toujours passionnée dans l'entretien clinique, c'est précisément ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de présupposés qu'il faut pouvoir partager pour participer à cette situation. Notamment, j'ai aussi été praticienne, c'est pour ça que ça m'a interpellée, ce genre de questions, mais l'idée même qu'en tant que parent, on puisse agir sur le comportement de l'enfant, c'est une idée qui ne va pas du tout de soi. Hein. L'idée même qu'en parlant au psychologue, on va pouvoir trouver soi-même les réponses, mais enfin bon, vous êtes payé pour nous donner des conseils, on ne va pas encore, nous, devoir dire ce qu'il faut faire. Donc tout ça, c'est des implicites. Et alors ça, c'est un aspect que j'aimerais dire. Deuxième chose, c'est que je pense que c'est très important, et ça touche un problème méthodologique, de pouvoir regarder les corpus dans leur déroulement. Par exemple, j'ai eu des jolis corpus où on a l'impression que tout baigne, du début jusqu'à la fin. Le psychologue propose que l'enfant a un problème avec son agressivité. Oui, tout va bien, tout le monde est content. Et puis à la fin de l'entretien, quand le psy s'apprête à dire que l'enfant aurait peut-être besoin d'une psychothérapie, la réaction des parents, c'est « et puis pour son allemand et ses mathématiques, qu'est-ce qu'on va faire ?» hein? Donc, et là, les psychologues disent « ah, quoi, comment, je croyais que vous alliez dire autre chose ?» Enfin, voilà. Donc, c'est aussi dans le déroulement que tout d'un coup, le désaccord se dessine petit à petit. Donc, voilà. Puis peut-être troisième point que j'aimerais souligner, c'est que et il faudrait aussi pas mal penser, puis ça c'est aussi un peu hors radar de nos méthodes, le lien entre ce qui se passe dans l'entretien et ce qui se passe en dehors de l'entretien. Par exemple, moi ce qui m'a intéressé dans l'exemple que tu as donné, c'est que on a souvent dans les entretiens cliniques, dans des hors-entretiens, comme simple Manon, des gens qui me disent oui, alors je suis allée chez le psychologue et puis il m'a accusé que c'était de ma faute si l'enfant, ceci, cela. Et les psychologues disent bien sûr, nous on n'a jamais dit que c'était de leur faute, etc. Mais il y a des implicites qui peuvent être
disons, interprétés de cette manière-là et qui peuvent créer alors des divergences ou des conflits qui passent totalement inaperçus, par exemple, quand la personne ne revient plus à la consultation, qui est quand même un phénomène assez fréquent dans les consultations publiques. Merci. Moi, j'aimerais dire tout simplement que je trouve intéressante aussi votre question parce que il me semble que là, elle pose aussi la question de sur quoi on met le terme accomplissement dialogique. Est-ce que, sans entrer dans le débat épistémologique, ça sera de 3 journées à propos du dialogisme, mais on a la tendance de mettre le dialogisme, parfois, je ne dis pas que c'est vous, mais je dis qu'on a la tendance de mettre le dialogisme sur quelque chose de l'accord. Quand on est en accord, en interaction, il y a eu dialogisme. Or, moi, je pense qu'en désaccord, on a un accomplissement aussi dialogique, puisqu'on est en désaccord face à quelque chose, face à quelqu'un, à un discours, et le fait de dessiner une position antagonique ou positionnelle, on le fait à cause de l'autre. C'est l'autre qui est à l'horizon. Et moi, je m'adresse beaucoup à tout ce qui est désaccord dans mes corpus, dans ma manière aussi de traiter mes données, en mettant là quelque chose aussi de l'ordre du dialogique, mais du dialogique qui provoque dans l'interaction, et d'où je suis complètement d'accord avec ce que Michel vient de dire, d'où la nécessité de regarder le corpus comme quelque chose de beaucoup plus large que la séquence qu'on est en train d'analyser, le petit bout de séquence qu'on est en train d'analyser. Merci. Je propose, oui, de passer, mais je remercie encore une fois les 3 intervenants, aussi au nom des personnes qui, dans le chat, signalent voilà, les remerciements pour les éclairages. On continue. Voilà. Merci pour les merci. Non. Alors, nous allons poursuivre le voyage. Et je vous propose de faire un petit saut aussi méthodologique. Là, on a beaucoup travaillé autour des activités, des interactions, de l'analyse des interactions. Ce que j'aimerais vous proposer ici, c'est peut-être une autre façon d'envisager les situations, et notamment ici les situations d'enseignement-apprentissage. Je vous propose un exemple, une étude qui a été réalisée dans le cadre d'un programme de formation d'enseignement du français adressé à des requérants d'asile dans une université de Suisse romande. Et ce dispositif était donné, disons, les formateurs et formatrices étaient des bénévoles, des étudiants ou des personnes retraitées, mais des bénévoles, des personnes non salariées et parfois très très peu formés à ce métier, qui est un métier évidemment extrêmement compliqué. Peut-être juste avant d'entrer dans l'exemple que je voulais vous apporter, quelques considérations un petit peu générales. On voit bien la façon dont on attrape ces approches dialogiques. Ce que je vous propose, c'est de partir du présupposé suivant: une situation de formation, quelle qu'elle soit, est une situation de communication complexe avec différents acteurs, en présence et en absence, et donc une situation qu'on pourrait considérer comme une situation hétérogène, dialogique hétérogène, avec des tensions possibles entre ce qui est en train de se passer ici, maintenant, entre les formateurs et les apprenants, mais aussi avec des ailleurs et d'autres temps, donc marqués fondamentalement par de possibles différences, contradictions, ce qu'on peut appeler des tensions dialogiques. Et en contexte de formation, que ce soit à l'école ou dans le contexte de formation avec des adultes, on peut, en tout cas la littérature nous rend attentifs au fait qu'il peut y avoir des tensions entre notamment le fait que les personnes peuvent convoquer des sphères, soit ce qui est en train de se passer ici maintenant en termes académiques, de savoir, de contenu d'apprentissage, mais aussi des sphères plus familières, plus quotidiennes. On l'a vu déjà tout à l'heure avec de nombreux exemples. On peut voir aussi des tensions apparaître entre ce qui est de l'ordre du contenu, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre ici, et puis ce qui est de l'ordre de la relation, qui est en face de moi, et puis des tensions possibles aussi entre les identités qui sont convoquées entre les différentes personnes en présence. Donc, je vous propose d'entrer dans ce contexte de recherche
dans ce contexte de formation où, voilà, de manière un petit peu traditionnelle, on peut considérer qu'il y a un objet d'apprentissage qui est le français, hein, c'est l'objet, le contenu de la situation d'interaction, et puis des personnes qui sont plutôt considérées comme des apprenants, des bénéficiaires, et d'autres qui sont plutôt considérés comme des formateurs, formatrices, ici des bénévoles. Alors, ce qu'on a pu observer avec différents types de méthodes, des observations en classe, mais aussi des entretiens avec les différents acteurs qui, à nos yeux, constituent le dispositif de formation, c'est-à-dire les formateurs bénévoles, les apprenants eux-mêmes, et puis les concepteurs aussi, que l'on considère comme faisant partie du dispositif. Donc, on a fait des entretiens, on a fait des observations en s'intéressant plus particulièrement, lorsqu'on était en situation de classe, on va dire, à ce qu'on peut considérer comme des situations un petit peu critiques où des choses ne se passent pas tout à fait comme prévu, en tous les cas du point de vue des formateurs. Ici, une petite situation où les formateurs, les bénévoles ont dit voilà, on va faire un jeu de rôle pour que vous puissiez apprendre à savoir comment téléphoner à un médecin quand vous avez besoin de téléphoner à un médecin. Et puis, en fait, la situation, le jeu de rôle ne fonctionne pas comme prévu. Il y a personne qui s'élance avec enthousiasme sur les chaises qui sont mises à disposition. Et puis, les formateurs, les jeunes bénévoles là, qui font des hypothèses, qui interrogent les apprenants en disant mais est-ce que, voilà, vous connaissez le vocabulaire, mais c'est peut-être le jeu de rôle qui ne vous convient pas, vous préférez les chaises en rond peut-être, on ne sait pas comment faire pour que vous parliez. Finalement, c'est ça le problème. Donc, toutes sortes de situations qu'on a pu identifier avec voilà, des éléments un petit peu de silence, de choses qui étaient difficiles en tous les cas, interpréter du point de vue des personnes en présence. On a fait le travail également, je vous le disais tout à l'heure, avec des entretiens pour essayer de mieux comprendre finalement quelles sont les significations qui sont construites par les différents acteurs autour de ce même dispositif qui est le même finalement pour tout le monde, pourrait-on dire, hein, qui est d'enseigner à apprendre le français. Et puis on s'aperçoit assez rapidement finalement que les représentations, les significations qui sont accordées à ce dispositif en fait sont très différentes lorsque l'on va interroger les concepteurs, lorsqu'on va interroger les formateurs et les bénévoles, lorsqu'on va interroger également les apprenants eux-mêmes. Et finalement, chacun vient avec une interprétation un petit peu différente de ce qui devrait être en jeu. Du point de vue des concepteurs, notamment, il s'agissait ici pour certains d'entre eux de dire, voilà, il y a des requérants d'asile d'un côté, il y a des jeunes étudiants de l'autre, essayons de faire en sorte que ces deux populations qui ne se rencontrent pas souvent puissent véritablement entrer en communication, se rencontrer. Donc, c'est plutôt la rencontre citoyenne qui était ici identifiée comme un objectif de dispositif, alors que pour les apprenants, il s'agissait quand même d'apprendre le français, ça fait partie du jeu, et du point de vue aussi des jeunes bénévoles, ils disaient oui, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de rencontrer les requérants d'asile. L'histoire de l'enseignement du français, la transmission et l'enseignement du français, ce n'est pas vraiment notre tasse de thé. Donc, on peut ainsi essayer de voir la façon dont ces différents dialogues, peut-être, qui, on le voit, apparaissent avec des connotations, avec des représentations différentes qui viennent ainsi s'entrechoquer et peut-être, c'est une des interprétations en tous les cas, poser peut-être des difficultés aux différents acteurs qui se trouvent ici en présence dans des interactions qui sont censées être des situations d'enseignement-apprentissage. Donc, des éléments qui viennent un petit peu en antagonisme. On voit une diversité finalement de dialogues qui relèvent de sphères différentes, à la fois la sphère de l'enseignement-apprentissage du français, avec effectivement quand même des questions sur comment enseigner, quoi enseigner, avec quoi, etc. Des dialogues qui relèvent aussi de la sphère citoyenne,
comment rencontrer, accompagner des personnes en situation de vulnérabilité, et puis des dialogues aussi qui relèvent d'une autre sphère qui apparaît de manière un petit peu invisible, mais qui apparaît tout de même, c'est cette sphère politique, puisqu'on peut interroger aussi ce dispositif qui est conçu, construit autour d'une place tout à fait centrale accordée au bénévolat, c'est-à-dire à des personnes qui n'ont pratiquement pas de formation, qui ont très peu d'outils et d'instruments en lien notamment avec l'enseignement-apprentissage de la langue, et encore moins à des personnes qui ont ce type de trajectoire en lien avec la migration. Donc, on peut s'interroger aussi sur le dispositif lui-même, la façon dont il est conçu, en allant convoquer un discours plus politique qui est aussi construit autour d'une espèce d'ambivalence entre à la fois accompagner, intégrer, soutenir notamment l'intégration professionnelle avec l'importance de l'apprentissage de la langue, et puis d'un autre côté des discours également qui viennent un petit peu en contrepoint en disant mais ok, intégrer mais pas trop, parce que ça pourrait aussi relever ou faire appel d'air, comme le disent certains politiciens. Donc voilà un exemple d'une analyse dialogique, puisqu'on s'intéresse au dialogue, et au dialogue à la fois à l'intérieur même, vraiment au niveau micro, des interactions d'enseignement-apprentissage dans les classes, mais en essayant d'aller aussi chercher, d'aller regarder la façon dont peut-être d'autres dialogues peuvent transparaître dans les situations d'interaction, dans les situations d'enseignement-apprentissage. Voilà quelques éléments très, très rapides de cette recherche qui nous amène, par rapport aux questions qu'on se posait, à contribuer au dialogue avec les professionnels et les acteurs sociaux sur les terrains, puisque cette étude dont je vais un petit peu rapidement parler a pu aussi alimenter la réflexion des concepteurs en disant ça vaut peut-être la peine quand même de poursuivre le travail autour de la formation de nos bénévoles. Et puis, ça a aussi contribué de manière plus récente à une collaboration avec une institution genevoise pour discuter véritablement d'un dispositif de formation pour les bénévoles. Ça peut paraître un petit peu étonnant d'ailleurs de former des bénévoles, puisque s'ils sont présents, c'est parce qu'ils ont envie de donner de leur temps avec générosité. Mais en fait, la question de la formation se pose aussi à ce niveau-là. Et puis, à la question de savoir quels sont les apports, mais aussi peut-être les limites et les écueils de la démarche, ce type d'études nous montre bien la façon dont un dispositif de formation n'est jamais une situation linéaire et lisse avec une conception, une mise en œuvre et puis des apprentissages qui se réalisent de manière un peu magique. Il y a des choses qui détonnent, des intentions qui ne sont pas tout à fait mises en œuvre telles que prévues. Et puis, ça permet aussi de mettre en évidence, qu'on a bien vu à travers les présentations antérieures, le processus de co-construction des significations au sein d'une situation de formation avec ses différents niveaux entre ici, maintenant et ailleurs dans d'autres temps. Et puis, ça permet aussi de mettre en évidence les rapports de force que parfois on ne relève pas suffisamment, me semble-t-il. Qu'est-ce qui se joue aussi en termes de place et de rapports de force. Et puis, ces tensions dialogiques qui peuvent être également utiles lorsqu'on les a repérées comme source aussi d'apprentissage et de développement pour des situations, pour des activités de formation. Voilà, c'est évidemment aussi une démarche à la fois impliquante pour l'ensemble des acteurs qui travaillent en collaboration, mais ça peut être aussi une situation relativement délicate parce que, eh bien, on vient mettre aussi parfois le regard sur des choses qui… Voilà, là, on parle aussi de personnes qui viennent avec générosité, avec enthousiasme, et puis on met le doigt aussi sur des situations qui peuvent paraître un peu contradictoires ou en tension. Merci.
Alors, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur la scène la professeure Tania Zitoun de l'Université de Neuchâtel, qui va nous parler encore d'un autre type de population, d'un autre type de dispositif en lien avec le développement et l'apprentissage, puisque la formation, on va dire, ici on parle de seniors et de la façon dont ils peuvent habiter et inventer d'autres habitats. Tania, à toi la parole. Alors, bon, tâche difficile d'intervenir maintenant, mais peut-être pour relier avec ce qui a été dit, ce que vous avez vu, c'est que la perspective dialogique que tout et tout aborde permet de voir des phénomènes liés au langage, mais pas que liés au langage, à la construction de signification, mais pas que sur le langage et entre personnes, mais comme des choses qui sont co-construites et à différentes échelles, entre des actrices et des acteurs présents, mais aussi avec des institutions, dans des dispositifs. Alors, ce que je vous propose là, c'est de monter encore d'échelle et d'essayer de comprendre quelque chose dans une perspective dialogique, pas seulement à l'échelle d'une interaction ou d'une institution, mais à l'échelle d'un canton. Et donc, ce que nous avons fait avec un certain nombre de collègues, c'est nous intéresser au développement et l'apprentissage des personnes âgées, qui elles aussi apprennent et se développent, et à réfléchir à la question de la formation des personnes qui sont liées ou qui sont amenées à interagir avec elles plus largement. Donc, je voudrais vous parler de deux projets dans lesquels je suis impliquée en ce moment. Le premier s'appelle... non, pas celui-là. Voilà, le premier s'appelle Reliage. C'est un projet qui a été mené en collaboration avec le canton de Neuchâtel, le service de la santé et des associations cantonales qui visaient à éviter l'isolement des plus de 65 ans dans le canton de Neuchâtel. Un projet que nous avons monté comme un projet participatif dans la mesure où nous sommes allés chercher des personnes âgées de différentes communes du canton. Nous les avons invitées à des réunions avec aussi des professionnels, avec leurs proches. Nous avons invité à réfléchir et à nous montrer dans leur environnement quelles étaient les activités quotidiennes qu'ils étaient amenés à faire, les obstacles qu'ils rencontraient et les ressources qu'elles trouvaient. À partir de là, nous avons essayé de mieux comprendre encore ces situations quotidiennes. Donc, nous avons fait, nos équipes ont fait des promenades accompagnées avec les personnes dans leur commune, alors des communes plus urbaines, d'autres beaucoup moins comme celle-ci. Et puis, à partir de là, et en discussion avec les uns et les autres, on a essayé de proposer des cartes, des cartographies de où vivent les gens au quotidien, là où c'est compliqué d'aller parce qu'il n'y a pas de bus ou qu'il y a une pente, ou un bistrot qui se ferme, où là, les choses sont bien et sont utiles. Donc, ce genre de démarche-là, nous sommes retournés vers les personnes âgées, nous avons rediscuté ce que nous avons trouvé, et puis ces choses-là remontent aux communes, nous essayons de faire des propositions d'intervention, et on essaie de monter à l'échelle des cantons. Donc, vous voyez un genre de dispositif où le dialogue se fait entre différentes sphères, ou différentes actrices et acteurs sociaux et politiques, et on essaye de mettre en place quelque chose où, évidemment, on rencontre beaucoup de tensions, beaucoup de contradictions, et on voit bien le discours circuler, si vous voulez, et on essaye d'intégrer aussi le discours des tiers absents habituels, qui sont, dans notre cas, pas les réfugiés, mais qui sont les personnes âgées. Le deuxième projet que je voudrais évoquer rapidement, c'est le projet que nous avons appelé Hommage, qui est cette fois-ci un projet de recherche qui essaie de comprendre les conditions de développement des personnes âgées dans leur habitat, dans leur vie quotidienne, en particulier en essayant d'examiner les modes de logement des personnes âgées. C'est un projet que nous avons construit comme un projet dialogique à l'échelle cantonale. On essaye de comprendre à différentes échelles ce que c'est que d'habiter aujourd'hui et comment les personnes sont en dialogue avec leur environnement. Cette fois, c'est aussi compris dans son aspect matériel, si vous voulez, architectural, urbanistique. Donc, nous étudions, je vais y aller un peu rapidement, mais vu par l'évolution de la politique cantonale du logement, nous étudions ce qui se passe quand on crée un nouveau type de logement dans le canton, des appartements avec encadrement, en l'occurrence, qui sont conçus par des acteurs qui sont mis en place, ou des personnes âgées ou viennent déménager, où il y a des référentes et des référents d'immeubles qui traitent les personnes, etc. On essaie de comprendre ce qui se passe dans différentes situations où vivent les personnes, dans des institutions, des EMS, des centres de jour, mais aussi hors institution, dans la vie de village, dans le bistrot où on peut venir se recueillir, passer la journée, où les réseaux de personnes âgées s'organisent, etc. Et puis, on essaie de suivre le développement de personnes au travers du temps, et notamment si elles sont amenées à déménager elles-mêmes.
Le projet est dialogique parce qu'en faisant un projet comme ça, on a l'occasion de rencontrer tout un tas de personnes dans le canton, des gens qui conçoivent les projets, des politiciens, des politiciennes, des chefs de service. On a l'occasion de rencontrer des chefs d'établissement des EMS, mais aussi des animateurs, des animatrices sociaux, des bénévoles, des membres de la famille, des personnes âgées. Et tout ce monde, on essaie de comprendre ce qu'ils vivent, ce que les uns veulent pour les autres et ce que les personnes qui reçoivent aiment ou pas de ce qui se passe. Donc, c'est un projet un peu compliqué et le projet est dialogique non seulement parce qu'on essaye de comprendre la circulation de la parole, c'est quoi de faire un projet de désinstitutionnalisation, ça se passe comment pour les personnes âgées elles-mêmes, par exemple. Mais c'est aussi dialogique parce qu'on s'est dit, on est dans une position où on peut parler aux différentes personnes de ce que les autres nous ont dit et qu'on peut essayer de faciliter la circulation de la parole. Donc, dans ce sens-là, en quoi est-ce qu'un projet comme ça aide à comprendre le processus d'enseignement-apprentissage des adultes? Dans ce que je viens de dire, peut-être que vous verrez qu'il y a un peu deux endroits principaux. D'une part, on essaie de comprendre l'apprentissage des personnes âgées elles-mêmes, puisque les personnes âgées au quotidien vivent de nouvelles situations, sont confrontées à ce que d'autres personnes voudraient qu'elles fassent ou comment elles voudraient qu'elles vivent, ont des souhaits, ont des volontés, et puis aussi, si le jour où elles marchent un peu moins bien, elles doivent apprendre à faire avec un rollator ou elles doivent apprendre à vivre autrement. Donc ça, c'est le développement des personnes âgées qui apprennent en fait beaucoup au quotidien et qui apprennent aussi de leur propre expérience, qui est encore une autre chose. Et puis, l'autre chose qui nous intéresse, c'est ce qu'apprennent tous les professionnels, les acteurs sociaux et politiques dans une région comme ça. Quand on change un paysage de soins à l'échelle cantonale, on crée des nouveaux métiers, on crée des référents d'immeubles, on crée des gens qui ne sont pas des animateurs DMS, mais des animateurs de centres de jour. Alors, c'est quoi un animateur de centre de jour pour une personne âgée? C'est un métier qui s'invente. Donc, là, on essaye de travailler avec eux pour les inviter à réfléchir à ce qui se passe, à ce qu'on observe, un peu comme mes collègues l'ont fait dans les différents corps de métiers qu'ils ont étudiés. Et puis, en quoi tout ça contribue au dialogue avec les actrices et les acteurs sociaux sur ce terrain professionnel? Vous voyez que, évidemment, un projet comme ça demande beaucoup de types de dialogue. On essaye d'inventer des formes de dialogue. Enfin, d'inventer. Il y a une tradition de recherche participative, d'intervention, donc on n'invente rien du tout, mais quand même, parmi les formes de dialogue qu'on a essayé de mettre en place, il y a évidemment des rencontres répétées avec les actrices et les acteurs d'un projet comme ça, et puis leur dire, on a vu, la dernière fois, nous avait dit que, et puis maintenant, il se passe ça, donc on pensait les choses dans le temps avec les acteurs. Des événements participatifs, comme ceux que je vous ai évoqués sur le premier projet, on essaie d'amener à la même table des personnes, leurs bénévoles, les proches et d'autres encore, qui essaient de réfléchir ensemble à ce que disent les autres, disons. Mais aussi, on fait des interventions spécifiques quand on intervient dans un centre de jour en disant bah, « Tiens, c'est marrant ce qu'on a vu, pourquoi il s'est passé telle ou telle chose. C'est vrai que vous n'avez jamais pensé à ce qui se passait après pour les personnes qui quittent par exemple le centre de jour. » Et puis, on essaye encore de mettre en place d'autres formes de dispositifs dialogiques. En ce moment, on est en train de travailler à créer des petites pièces de théâtre pour créer des forums autour de différentes observations qu'on fait pour les actrices et les acteurs concernés, mais aussi pour le public plus large, pour simplement mettre en dialogue le canton autour des questions qu'on examine. Alors, quels sont les apports et les limites et les écueils de la démarche mise en œuvre? Vous voyez qu'on est en train de se confronter à des problèmes très compliqués, à très grande échelle. Et je pense qu'une partie de la complexité, c'est jusqu'où on peut aller dans une position d'observatrice, observateur, chercheur, un peu participant, pour vraiment participer à ce dialogue, comment entrer dans cette circulation de discours, comment faire remonter la voix des personnes âgées qui savent bien qu'elles sont en général les grandes absentes, les grandes exclues des discours qui les concernent, etc. Donc, on peut faire quelque chose d'un peu modeste, on essaie de le faire en ayant à l'esprit cet esprit dialogique. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation, Tania, qui apporte encore un autre niveau, effectivement, dans le dialogisme, là où on voit bien combien le chercheur, la chercheuse elle-même peut être dialogique et combien ça invite aussi à la créativité dans les pratiques de recherche. Merci, voilà, on a fait le tour des 5 présentations.